Bonjour mes chers amis, aujourd'hui je vais vous présenter le 16e chapitre du merveilleux livre de Charles Haanel, Système Maître, qui s'intitule Acquérir une compréhension spirituelle. J'espère qu'il va vous plaire. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à aimer et surtout à faire des commentaires qui peuvent nous aider à améliorer le contenu de la chaîne. Commençons. Résumé des principes à comprendre et appliquer au cours de ce 16e chapitre. Les activités vibratoires de l'univers sont régies par une loi de périodicité. Tout ce qui vit passe par une période de naissance, une période de croissance, une période de maturation et une période d'apprentissage en passant par une période de déclin. Ces périodes sont régies par la loi des 7. La loi des 7 régit les jours de la semaine, les phases de la lune, les harmonies du son, de la lumière, de la chaleur, de l'électricité, du magnétisme, de la structure atomique. Elle régit la vie des individus et des nations et domine les activités du monde commercial. La vie est synonyme de croissance et la croissance est synonyme de changement. Tous les 7 ans, les cycles changent. Les 7 premières années de la vie sont la période de l'enfance. Les 7 années suivantes sont la période de la puberté qui marque le début de la prise de responsabilité individuelle. Les 7 années suivantes représentent la période de l'adolescence. La 4e période marque la pleine maturité. La 5e période est constructive. C'est à ce moment-là que l'on commence à accumuler des biens, des possessions, une maison, une famille. La période suivante, entre 35 ans et 42 ans, est une période de réaction et de changement. Elle est suivie d'une période de reconstruction, d'adaptation et de récupération qui est absolument nécessaire pour pouvoir passer au cycle septennal suivant qui commence à l'âge de 50 ans. Nombreux sont ceux qui pensent que le monde dans lequel nous vivons est lui-même sur le point de quitter la 6e période pour entrer dans la 7e période, celle de réajustement, de la reconstruction et de l'harmonie, également connue sous le nom de millénaire. Ceux qui connaissent ces cycles ne se sentent pas du tout troublés lorsque le monde dans lequel ils vivent tend à devenir chaotique. Ils appliquent les leçons décrites dans ces pages avec la conviction absolue que les lois supérieures peuvent contrôler les lois inférieures et qu'en comprenant et en les appliquant consciemment ces lois spirituelles, ils peuvent transformer toutes les difficultés apparentes en bénédictions. La richesse est le produit du travail. Le capital n'est qu'un effet, pas une cause. Il n'est qu'un serviteur, pas un maître. Un instrument, pas une fin en soi. La définition la plus communément admise de la richesse est qu'elle est constituée de l'ensemble de biens utiles et agréables qui ont une valeur d'échange. La valeur d'échange est la caractéristique prédominante de la richesse. Si l'on part du principe du petit surplus de bonheur qu'il apporte à son propriétaire, on se rend compte que sa véritable valeur réside plutôt dans sa valeur d'échange et non dans son utilité. Cette valeur d'échange est un outil simple qui nous permet d'acquérir les choses qui ont une valeur réelle et à l'aide desquelles nous pouvons atteindre nos idéaux. En d'autres termes, nous ne devrions jamais vouloir la richesse comme une fin en soi,
mais seulement comme un outil pour atteindre un but. Le succès dépend d'un idéal plus élevé que la simple acquisition de richesses. Et celui qui aspire à un tel succès doit d'abord formuler un idéal qu'il cherche à atteindre. S'il a formulé un tel idéal et qu'il le garde fermement à l'esprit, il dispose des moyens pour l'atteindre. Mais personne ne doit commettre l'erreur de confondre la fin et les moyens. Tout homme doit avoir un but bien défini, c'est-à-dire un idéal. Prentice Mulford a déclaré: l'homme qui réussit est celui qui a une vision spirituelle suprême. Toute grande richesse naît d'un pouvoir supérieur et véritablement spirituel. Malheureusement, certaines personnes ne connaissent pas ce pouvoir. Ils oublient que lorsque la famille d'Andrew Carnegie est arrivée en Amérique, elle a dû être soutenue par la mère d'Andrew, ou que le père d'Harriman était un pauvre employé de bureau dont le salaire ne dépassait pas 200 $ par an, ou encore que Sir Thomas Lipton a démarré avec un capital de 25 cents seulement. Ces hommes n'avaient d'autre pouvoir que celui décrit ci-dessus, mais il ne les a pas déçus. Le pouvoir de créer quelque chose dépend entièrement du pouvoir spirituel. Le processus est basé sur 3 étapes dont nous avons déjà parlé: idéalisation, visualisation et matérialisation. Toutes les grandes industries dépendent exclusivement de ce pouvoir. Dans un article publié dans Everybody Magazines, Henry M. Flagel, le multimillionnaire de la Standard Oil, a admis que le secret de son succès a toujours été son pouvoir de voir la situation dans sa totalité. La conversation suivante qu'il a eue avec le journaliste montre à quel point ses pouvoirs d'idéalisation, de concentration et de visualisation, tous ces pouvoirs spirituels étaient importants. Avez-vous vraiment pu visualiser tout ce que vous avez accompli? Je veux dire, avez-vous vraiment visualisé les voies ferrées, les trains qui y circulent? Avez-vous entendu le sifflement des locomotives? Avez-vous marché aussi loin? Oui. Et avec quelle clarté avez-vous visualisé toutes ces choses? Très clair. Cet exemple démontre aussi clairement que possible le pouvoir de la loi de la causalité, que la pensée précède et détermine toujours l'action. Le sage se rend compte qu'il n'y a pas de conditions arbitraires et que les expériences humaines sont la conséquence d'une séquence ordonnée et harmonieuse de causes. Le plus souvent, les entrepreneurs qui réussissent sont des idéalistes. Ils se fixent des objectifs de plus en plus élevés. La vie n'est faite que de forces subtiles de la pensée cristallisée dans notre plan matériel. La pensée est l'argile à partir de laquelle nous construisons les images de notre conception de la vie. L'existence de ces images dépend de l'utilisation de la pensée. Comme dans tous les autres cas, notre capacité à reconnaître et à utiliser correctement ce mécanisme est la condition principale de la réalisation. La richesse prématurée précède généralement une période d'humiliation et de maladie. Nul ne peut conserver durablement
ce qui ne mérite pas ou ce qui n'a pas gagné à la sueur de son front. Les conditions auxquelles nous sommes confrontés dans le monde extérieur correspondent parfaitement à celles qui existent dans notre monde intérieur. La principale loi responsable de ce mécanisme est la loi de l'attraction. Dans ces conditions, la question à laquelle nous devons répondre est la suivante. Que pouvons-nous faire pour contrôler les pensées et les images qui pénètrent dans notre monde intérieur? Tout ce qui pénètre dans le subconscient par l'essence ou l'esprit objectif l'impressionne. Il en résulte une image mentale qui deviendra le modèle des énergies créatrices. Ces expériences sont le plus souvent la conséquence de l'environnement, du hasard, de nos pensées passées et d'autres formes de pensées négatives. C'est pourquoi elles doivent être examinées avec le plus grand soin avant d'être cultivées. D'autre part, nous pouvons consciemment former nos propres images mentales par un processus de pensée intérieure qui ne tient pas compte des pensées des autres et de l'environnement extérieur. En exerçant ce pouvoir, nous pouvons parvenir à contrôler notre propre destin, corps, esprit et âme. En exerçant ce pouvoir, nous pouvons prendre notre destin en main en refusant de le laisser au hasard. En d'autres termes, nous ne pouvons vivre que les expériences que nous voulons vraiment vivre, en réalisant consciemment une condition dans notre monde intérieur. Cette condition finira par se matérialiser également dans le monde extérieur. En fin de compte, il est évident que la pensée est la plus grande cause de la vie. En d'autres termes, le contrôle de la pensée est synonyme de contrôle des circonstances extérieures, des conditions, de l'environnement et de notre destin. Mais comment contrôler ces pensées? Par quel mécanisme? Tout processus de pensée conduit à la formation d'une pensée, mais le résultat dépend de sa forme, de sa qualité, de sa vitalité. La forme de la pensée dépend de l'image mentale dont elle est issue. Celle-ci dépend à son tour de la profondeur d'une impression, de la fermeté d'une idée, de la clarté de la vision et de la résolution de l'image. La qualité dépend de la substance de la pensée, qui dépend à son tour de la matière dont l'esprit est fait. Si ce matériau a été tissé à partir de pensées pleines de vigueur, de force, de courage et de fermeté, la pensée qui en émane possédera toutes ces qualités. Enfin, la vitalité dépend de l'émotion dont la pensée est imprégnée. Si la pensée est constructive, elle aura automatiquement de la vitalité. En d'autres termes, elle aura de la vie, elle grandira, se développera et grandira encore. Elle sera une pensée créatrice et attirera à elle tout ce qui est nécessaire pour mener à bien son processus de développement. Si la pensée est destructrice, elle portera en elle le germe de sa propre dissolution. En d'autres termes, tôt ou tard, elle mourra, mais en attendant, elle attirera les maladies, les conflits de toutes sortes. Les gens appellent ces manifestations désagréables qu'ils provoquent chez eux quelque chose de mauvais, et certains d'entre eux les attribuent à un être suprême. En réalité, cet être suprême n'est autre que l'esprit en équilibre. L'esprit universel n'est ni bon ni mauvais, il est tout simplement l'esprit universel. Notre capacité à différencier
dont la forme ne signifie rien d'autre que notre capacité à manifester le bien et le mal. Le bien et le mal ne sont donc pas des entités, mais de simples mots que nous utilisons pour indiquer le résultat de nos actions, qui sont à leur tour déterminées par nos pensées. Si nos pensées sont constructives et harmonieuses, la réalité qu'elles manifestent sera toujours bonne. Si elles sont destructrices et discordantes, la réalité qu'elles manifestent sera inévitablement mauvaise. Si vous souhaitez un environnement différent, il vous suffit de maintenir cet idéal dans votre esprit jusqu'à ce que votre vision devienne réalité. Ne pensez pas à d'autres personnes, lieux ou objets, car ils n'ont pas leur place dans l'absolu. L'environnement que vous désirez contient tout ce dont vous avez besoin. Au bon moment et au bon endroit, les personnes et les objets qui correspondent parfaitement à cet environnement apparaîtront d'eux-mêmes sans que vous ayez à les visualiser. Il n'est pas toujours évident de comprendre comment le caractère, les capacités, les réalisations, l'environnement et le destin peuvent être contrôlés par le pouvoir de la visualisation. Mais ce mécanisme reste un fait scientifique prouvé. Comme vous le verrez, si vous mettez ce mécanisme en pratique, ce que vous pensez détermine la qualité de votre esprit, qui à son tour détermine votre capacité mentale. L'amélioration des capacités mentales ne peut que découler naturellement de l'accumulation de réalisations et d'un meilleur contrôle des circonstances extérieures. Vous constaterez que les lois de la nature fonctionnent de la manière la plus naturelle et la plus harmonieuse possible. Rien n'arrive par hasard. Si vous voulez vous en convaincre, il vous suffit de comparer les résultats des efforts que vous avez déployés tout au long de votre vie, surtout lorsque vous avez été animé par de grands idéaux, mais aussi lorsque vous avez eu des motivations égoïstes. Je ne pense pas que vous ayez besoin d'autres preuves. Si vous voulez réaliser un souhait, construisez une image mentale de réussite dans votre esprit en visualisant consciemment votre souhait. En procédant ainsi, vous attirerez le succès à vous et le matérialiser dans votre vie à l'aide d'une méthode scientifique. Nous ne pouvons voir que ce qui existe déjà dans le monde objectif, mais ce que nous visualisons existe déjà dans le monde spirituel. Ce processus de visualisation est la meilleure indication de ce qui se matérialisera dans le monde objectif si nous restons fidèles à notre idéal. L'explication est simple. La visualisation représente une forme d'imagination qui génère des impressions de l'esprit. Ces impressions génèrent à leur tour des concepts et des idéaux, qui sont les fils à partir desquels le grand architecte tisse l'avenir. Les psychologues sont arrivés à la conclusion qu'il n'existe qu'un seul sens, appelé en abrégé le sentiment. Tous les autres sens sont en fait de simples modifications de ce sens unique. Cela explique pourquoi les sentiments sont à la base de tout pouvoir. Pourquoi notre intellect est si facilement submergé par les émotions et pourquoi nous devons doubler nos pensées de sentiments si nous voulons obtenir
des résultats. Penser et sentir forment une combinaison irrésistible. En toute bonne foi, la visualisation doit être dirigée par la volonté. Nous devons visualiser exactement ce que nous voulons, en veillant à ne pas laisser libre cours à notre imagination. L'imagination est un excellent serviteur, mais en tant que maître, il n'est pas bonne du tout. C'est pourquoi, si elle n'est pas contrôlée, elle peut facilement nous conduire à toutes sortes de spéculations et de conclusions sans fondement réel. Elle accepte toutes les options plausibles sans les examiner au préalable. Et le résultat ne peut être qu'un chaos mental. Par conséquent, nous ne devons construire que des images mentales dont nous savons qu'elles sont scientifiquement vraies. Analyser scientifiquement chaque idée et n'accepter aucun concept qui ne s'avère pas absolument exact d'un point de vue scientifique. Si vous construisez quelque chose sur la base de la vérité, vos efforts seront couronnés de succès. Les hommes d'affaires appellent cette faculté vue d'ensemble et capacité. Intuitif. En fait, elle est synonyme de vision intérieure et constitue l'un des plus grands secrets de la réussite, quel que soit le domaine d'activité. En guise d'exercice pour ce chapitre, essayez de réaliser que l'harmonie et le bonheur sont des états de conscience et qu'ils ne dépendent pas des positions matérielles. Vous essayez de réaliser que les choses matérielles ne sont que des effets. Elles sont toujours attirées par vous si vous avez le bon état d'esprit. Par conséquent, si vous désirez une certaine possession matérielle, votre tâche principale devrait être de parvenir à l'attitude mentale correcte qui vous permettra d'obtenir le résultat désiré. Cette attitude mentale équivaut à la réalisation que votre nature spirituelle est à votre union avec l'esprit universel qui est la substance de toute chose. Cette prise de conscience matérialisera alors dans votre vie tout ce qui est nécessaire pour que vous vous sentiez parfaitement épanoui. C'est la façon correcte ou scientifique de penser. Celui qui réussit à adopter et à cultiver cette attitude mentale réalise facilement tous ses désirs en les visualisant comme déjà réalisés. Seul celui qui peut faire cela découvre la vérité qui libère de tout manque et de toute limitation. Voici mes amis le 16e chapitre du livre de Charles Haanel. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, abonnez-vous, laissez-nous vos impressions et prenez soin de vous. À la prochaine vidéo.